Chapitre 6. La rencontre. Le soleil brillait sur la grande place à midi, l'heure d'affluence. Une foule bigarrée allait et venait, débauchant, rembauchant, quittant les magasins, se hâtant pour le shopping, en quête de repas. Les bancs publics étaient pris d'assaut en cette belle journée. Les pelouses offraient leurs verres chatoyants en guise de matelas, et les corps alanguis en appréciaient le confort. Finalement, se dit Agathe, ce n'était peut-être pas un si bon lieu de rendez-vous, à moins de passer son temps à se chercher. Elle était en avance, mais elle doutait de retrouver facilement son amie dans cette masse humaine, lorsque « Eh oh, Agathe !» Elle se retourna. Jeanne arrivait d'un pas décidé. « J'avais tellement peur de ne pas arriver à me garer que je suis partie super tôt. »« Salut Jeanne !» fit Agathe en l'embrassant chaleureusement. « Tu n'as pas pris ton bus aujourd'hui ?» Non, il n'y en avait pas, ou alors à 7h moins le quart ce matin, un peu tôt. Jeanne rougit légèrement, sentant la petite pique de son amie. D'un seul coup, elle se demanda si elle avait eu raison de venir. Agathe n'avait au final pas beaucoup changé, et si le repas devait ressembler à un règlement de compte, elle aurait préféré y échapper. Agathe ne s'aperçut pas du trouble de son amie. Elle avait probablement parlé comme ça, sans mauvaise malice. « Où est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qui te dirait ?» poursuivit-elle. « Comme tu veux, en fait, je viens si rarement par ici, aussi je te fais confiance pour nous trouver un endroit sympathique, au calme. En fait, je connais une pizzeria, pas trop mauvaise, mais qui a surtout une terrasse de rêve un jour comme aujourd'hui, à moins que tu ne préfères manger bio, équilibré et diététique, la taquina Agathe. « Ne commence pas, gronda Jeanne. Tu as toujours su que les pizzas sont mon point faible, surtout avec beaucoup de fromage. »« Oh oui alors, vraiment beaucoup de fromage. Allez, c'est parti !» ajouta-t-elle en prenant le bras de Jeanne. Elles arrivèrent quelques minutes plus tard dans une petite ruelle. Au fond, à proximité d'une fontaine, quelques parasols jaunes et rouges dansaient doucement dans la tiédeur de la brise. En s'approchant, elles perçurent de la musique, chaude, rythmée. « Oh, c'est superbe ici !» s'extasia Jeanne enthousiaste. « Eh oui, tout près du centre-ville, une adresse canon. Et comme il est tôt, on aura peut-être la chance de manger en terrasse. Bien, dépêchons-nous !» Effectivement, la plupart des tables encore libres indiquaient réservées. Celle qui leur fut proposée se dressait au soleil, et c'est avec plaisir qu'elles s'installèrent, savourant les derniers rayons de la fin d'été. « Apéro ?» proposa Jeanne. « Oh oui, volontiers, surtout qu'on en a des choses à fêter. » Une serveuse pimpante et souriante s'approcha d'elle, carte à la main. Elle les leur tendit. « Auriez-vous une sangria ou un apéritif maison ?» demanda Jeanne. « Mieux que ça, nous avons une sangria maison, et sinon les apéritifs classiques que vous trouverez sur la carte. »« Alors une sangria. »« Également, » se joignit Agathe. « Bien, je vous les apporte tout de suite et je vous laisse choisir les plats. »« C'est incroyable cette impression de vacances !» s'exclama Jeanne en s'étirant. « Carrément, on se croirait ailleurs, surtout après l'été infect qu'on vient de traverser. Vous avez bougé ? » ?»« Oui, on est partis quelques jours tous les trois au Pays Basque. On avait trouvé un gîte extra, complètement autonome et perdu en forêt. »« Parfait pour vous, » résuma Agathe. « Parfait pour nous, » acquiesça Jeanne en riant. « Et vous ?»« Nous, tu sais, il nous fallait vraiment du soleil. On a préféré partir vers une destination plus sûre. Nous sommes allés en République dominicaine. »« Je sais, c'est pas bien, » ajouta-t-elle rapidement en grimaçant. « Mais on avait besoin de se retrouver tous les quatre. »« Écoute, » répondit posément Jeanne, « je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. C'est vrai que mes positions sont très claires, et comme tu as écouté l'émission l'autre jour, tu en connais précisément les raisons. À moins que ce soit ce que tu veux, je ne souhaitais pas spécialement déjeuner avec toi pour te rallier à ma cause, même si c'est la plus noble, » compléta-t-elle d'un ton enjoué. « Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de tout savoir. La dernière fois que je t'ai quitté, vous étiez quand même 3. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Rien d'extraordinaire. 7 ans, ça nous a bien laissé le temps de fabriquer une petite Colombine. Elle a maintenant 6 ans. Colombine, c'est super mignon. » « Merci, et je dois reconnaître qu'elle le porte vraiment bien. C'est une petite fille toute douce et vraiment adorable. En fait, j'ai la chance d'avoir 2 enfants super faciles à vivre, surtout avec le rythme professionnel que nous menons tous les deux. »
La serveuse apportait les boissons, 2 jolies coupes d'un liquide rouge foncé, avec une rondelle d'orange sur le bord du verre. Elle disposa les breuvages et déposa une coupelle de biscuits apéritifs entre elles. « Vous avez choisi vos plats ?»« Oh, oups, non !» répondit Agathe. « Et vu tout ce qu'on a à se dire, je crois que dans 2 heures, ce ne sera pas plus avancé. On regarde rapidement. » Tandis que la serveuse patientait, préparant la table à côté, les 2 bavardes parcoururent promptement les pages de la carte. Jeanne se lança la première. Moi, je choisirais une Valentina. Une copina, ça me semble de circonstance, dit Agathe avec un clin d'œil vers son amie. C'est noté, valida la serveuse. Et vous boirez ? Une carafe d'eau. Bien, on vous prépare tout ça. Après avoir heurté les verres pour fêter leur retrouvaille, les 2 camarades reprirent de plus belle. Et vous deux, que devenez-vous ? S'enquit Jeanne. Jean travaille pour un grand groupe immobilier. Octimo, tu connais ? Vaguement, j'ai déjà entendu ce nom. En fait, il travaille énormément à l'international, mais le concept commence à se développer par chez nous. Il vend des projets de complexes, logements, immeubles, villas. Waouh, de gros chantiers, quoi, siffla Jeanne impressionnée. Ça, c'est clair, mais en contrepartie, il est toujours par monts et par vaux, et ça, c'est plus dur à vivre. Enfin, grâce à son nouveau poste, il se spécialise en France, et donc il part moins loin et moins longtemps, c'est déjà ça. Et toi, toujours dans ton agence d'assurance ? Oui et non. En fait, aujourd'hui, je chapeaute 6 bureaux dans 4 villes différentes. Alors moi aussi, je suis pas mal sur les routes et pas souvent de bonheur à la maison, malheureusement. Pourtant, j'adore ce que je fais. Plus beaucoup de commercial, mais plutôt du relationnel. Je manage mes équipes, j'organise, j'anime des formations et je garde un pied sur le terrain, justement, au sein des agences où j'interviens en cas de litige. Ça me passionne. Et tes petits bouts ? Hormis les soirs de réunion et les séminaires, j'essaie d'être toujours rentrée pour 19h30. Enzo est grand maintenant, il me réclame moins. Et je me consacre beaucoup à Colombine quand je suis là. J'avoue avoir le sentiment d'avoir atteint un équilibre. Tant mieux, j'aurais été incapable de mener ce genre d'existence pour ma part. Tout comme je pourrais difficilement suivre la tienne, j'imagine. Que faites-vous exactement maintenant ? Eh bien, tu sais, on était en cours de demande d'agrément pour accueillir des enfants placés. Oui, je me souviens. Et alors ? Ça a abouti. On nous a confié un petit bout de chou de 6 mois. On l'a hébergé 5 ans. Et il vient de retourner chez ses parents. Actuellement, nous n'avons plus personne en garde, mais une petite fille devrait bientôt arriver. Tu vois, franchement, je ne serais pas capable de faire ça, moi non plus. Comment as-tu géré le déchirement de la séparation après 5 ans ? La naissance de Pauline, et les 2 ensemble à la maison ? Mais, comme n'importe quelle maman, Pauline est arrivée à l'improviste, mais quel bonheur ! Et comme tout se passait bien avec Noé, notre petit protégé, on l'a gardé. Mais si j'avais eu besoin, il aurait pu être reçu dans une autre famille. Tout s'est drôlement bien assemblé. Quant aux séparations, c'est vrai que dans le quotidien, ça crée un grand vide, surtout les premiers jours. Mais on sait qu'il est bien chez lui maintenant et on a vraiment le sentiment d'avoir rempli notre rôle. C'est merveilleux de savoir que le foyer s'est reconstitué. C'est pas toujours comme ça. Alors voilà, en attendant, j'ai plus de temps et je peux davantage épauler Pierre dans nos projets. Ça n'a pas été trop dur de quitter toute vie sociale pour te retrouver à temps plein à la maison ? Agathe jouait de maladresse. Jeanne lui sourit. Tu caricatures un peu. Je souhaitais depuis longtemps avoir plus de temps à la maison, mais j'ai toujours une vie sociale et je dirais qu'elle est plus épanouie que jamais. Je ne suis pas seule dans cette activité, je vais régulièrement en réunion, en formation, je côtoie plein de gens de milieux différents. Simplement, j'ai trouvé un but, un sens à ma vie. J'ai fini de vendre du vent et j'ai le sentiment, peut-être présomptueux, d'avoir enfin un rôle utile dans cette société que sincèrement la banque était loin de m'apporter. Et Pierre, idem. Depuis qu'il s'est lancé dans l'étude de maison passive, il est comme transformé, motivé dans son travail, bon moral, plus de disponibilité pour nous. Il fait quoi exactement ? Questionna Agathe, intriguée. D'un côté, il crée des projets de maisons passives. Tu sais, les maisons qui ne consomment rien. Oui, tu en as parlé à la radio. Ça semble assez incroyable. Il suffit juste de réfléchir à certaines choses et ça ne coûte pas plus cher qu'une maison traditionnelle. Simplement, les investissements sont placés différemment. Et d'un autre côté, il étudie des projets de rénovation aboutissant d'eux-mêmes à de la basse consommation. Les demandes de ce type explosent. Eh bien,
Tout baigne pour vous aussi? Comment trouvez-vous encore le temps de défendre l'environnement? Ça, tu sais, quand tu as une passion ou une cause à défendre, tu trouves toujours du temps pour elle, affirma Jeanne. Et on veut continuellement avancer. On a des projets, des idées plein la tête. Les choses se sont faites progressivement. À force de discuter ensemble, de s'informer sur le net, d'assister à des conférences, on a rassemblé un maximum d'infos, structuré notre pensée, on a créé le site, mais ça tu le savais. Oui, tu m'avais envoyé un mail à l'époque, on en avait même parlé au téléphone. C'est vrai, je me rappelle. Petit à petit, on a constaté qu'il était de plus en plus consulté. Mais c'était pas assez pour nous. Alors on a eu cette idée de rencontrer les gens en interactivité. Quand tu parles d'environnement, ceux qui adhèrent fourmillent d'idées très différentes et nous pensons qu'en fusionnant tout cela, on peut avancer beaucoup plus vite et acquérir de la puissance. J'ai l'impression que c'est en train de se produire. Mais vous animez ces débats tous les deux, tout seuls? Fit Agathe incrédule. On a 2 techniciens qui nous assistent suivant leurs possibilités, et pour le reste on improvise. On a toutes nos recherches pour appuyer nos dires, et ensuite ce n'est qu'une conversation où chacun propose, contre, argumente, et la discussion évolue. C'est génial. Par ce biais-là aussi, on sent une utilité à en mettre en contact tous ces gens de bonne volonté. Et pour les autres, on fait passer une information. Viens une fois pour te rendre compte. Pourquoi pas? Vous en faites souvent? 1 à 2 fois par mois pour l'instant, mais je pense que si on commence à rayonner plus loin, on espacera les rencontres. 2 grandes assiettes fumantes, colorées et au délicieux parfum de basilic et de pain suspendirent la conversation. Miam miam, savoura à l'avance Jeanne, la plus gourmande, en dévorant des yeux son assiette. Bon appétit, à l'attaque! Pendant quelques minutes, le cliquetis des couverts remplaça les bavardages des 2 jeunes femmes. L'appétit, partiellement assouvi, Agathe reprit. C'est pas si mauvais finalement. Oui, tu m'avais annoncé un cadre extra et une nourriture moyenne. Moi, je trouve le cadre extra et la nourriture aussi, souligna Jeanne en engloutissant une monumentale bouchée de pâtes recouvertes de sauce tomate et d'un fromage particulièrement appétissant. Je crois qu'ils se sont bien améliorés. Elles sont presque aussi bonnes et aussi chargées que celles que je trafique à la maison, se vanta Agathe en dévorant à belles dents la part qu'elle tenait à la main. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu étais l'experte arrangement de pizza bon marché. Bon marché ou pas, ça n'a pas changé. Après quelques minutes, Agathe prit une inspiration et commença. Même si j'étais loin de me douter de vos engagements actuels pour l'environnement, je vous savais très impliquée. C'est pour ça que je souhaitais te voir. Répondit Jeanne, la bouche pleine. En fait, je me pose énormément de questions, de plus en plus. Les enfants commencent à vouloir des réponses que je ne sais plus leur donner. Bref, je suis un peu désemparée. J'ai toujours tout su, tout dirigé, et là, d'un seul coup, je me sens démunie. J'ai bien écouté tout ce que tu as dit à la radio l'autre jour, mais j'arrive encore pas trop à y croire. Est-ce vraiment si grave, au point que les écoles commencent à l'évoquer auprès des enfants? Et pourquoi les gouvernements ne vont-ils pas plus loin? Poursuivit Agathe soudainement sérieuse. Jeanne releva la tête de son assiette, contempla la mine décontenancée de son amie, posa ses couverts et énonça doucement. C'est vrai que ce qui est en train de se passer est grave, très grave, et personne n'en a encore vraiment pris la mesure. Ça ne s'est jamais produit avant, durant les millénaires passés. Jamais un tel phénomène n'est arrivé, et surtout pas si vite. Les scientifiques dessinent des schémas plus ou moins catastrophiques, plus ou moins cohérents, mais il est, à mon avis, sage de prévoir un avenir très très sombre. Nos enfants seront les premiers concernés, et c'est bien que les écoles les informent, les responsabilisent. Oui, mais en culpabilisant les parents, ce n'est pas très honnête quand même, objecta Agathe. Nos enfants sont innocents de ce qui se trame, on est d'accord? Oui, évidemment. Peut-on en dire autant de nous? Je ne sais pas, je ne me sens pas responsable, moi, se défendit Agathe. Je vis comme tout le monde. Avec Jean, on a travaillé dur. C'est pour ça qu'on a des revenus qui nous permettent de nous offrir des compensations. Je crois que tu ne comprends pas bien l'ampleur de ce qui se passe actuellement.
Tu es comme la grande majorité de la population, intimement persuadée que les choses ne peuvent pas bouger, que la planète est exploitable à l'infini, que la mer regorgera toujours de poissons, qu'elle peut digérer toutes les pollutions qu'on lui envoie, que l'espace est assez grand pour devenir notre prochaine poubelle, que le ciel est si haut que ce n'est pas ce qui sort de mon pot d'échappement qui peut le bouleverser, et encore moins modifier l'air que je respire, ou même les températures des saisons, que les populations peuvent croître à l'infini, que tu auras toujours à manger dans ton assiette, à boire dans ton verre, des objets de plus en plus performants pour te libérer des contraintes quotidiennes. Jeanne marqua un arrêt, puis continuant. Nos parents en sont encore plus convaincus que nous. Ils nous ont inculqué ces faits avec tellement de force qu'il faut une énorme prise de conscience pour ouvrir les yeux aujourd'hui. Car, oui, les choses vont bouger. Ça commence déjà. Non, la Terre n'est pas exploitable à l'infini. On a déjà dépassé ses limites. Non, la mer ne regorgera pas de poissons éternellement. Certaines espèces sont soumises à quotas. Et si tu regardes les poissons sur les étals, ils sont de plus en plus petits. Non, la mer ne supporte plus les souillures qu'elle reçoit. Les pollutions chimiques tuent et modifient les espèces maritimes, animales ou végétales, qui subissent en plus nos bouteilles et autres sacs plastiques. Bref, tout est déjà en marche. Et le pire, c'est que tu l'entends tous les jours aux infos. Mais comme les médias persistent à classer ces nouvelles au titre anecdotique de faits divers, ils ne t'aident pas à en considérer l'importance ni l'impact que tu as. Car tu es responsable, Agathe. Je suis responsable. Nos parents le sont aussi et nos grands-parents avant. Et je vais plus loin. Fermer les yeux, sachant tout ce qu'on sait actuellement, pour moi, oui, on devient coupable. On est coupable devant nos enfants, ceux des autres et les générations à venir. On est coupable de savoir que notre comportement est mauvais et de ne pas avoir le courage de le modifier. On aura des comptes à rendre. Et je pense que nos enfants auront raison de nous en vouloir. On leur bousille leur planète au prix de considérations économiques, oisives et que sais-je encore. En rentrant chez toi ce soir, regarde bien ta maison, ton jardin, qui sont dans ton cœur et dans ton esprit, ta propriété exclusive. Mais dis-toi simplement que ça ne t'appartient pas, que tout ça tes ancêtres ont bien voulu te le laisser et que tu l'empruntes à tes enfants, mais que tu te dois de leur rendre en bon état, viable. Or, s'il ne reste plus de végétaux parce que tu voulais de l'espace et du béton pour avoir les pieds au sec, si ta terre est malade parce que tu l'as chargée de pesticides ou autres produits mortels, si l'air est irrespirable parce que tu as envoyé dans le ciel trop de carbone, de soufre, tu seras coupable de négligence et même de malveillance, puisque tu connaissais les conséquences de tes actes. Agathe, les yeux baissés, ne répondit rien. Puis, elle releva la tête, le regard durci. « Bien, merci pour ce sermon. Je n'étais pas venue pour entendre mon réquisitoire, j'espérais plutôt des solutions qu'une condamnation. »« Écoute, Agathe, ne le prends pas comme ça, » l'interrompit Jeanne en lui prenant la main. « Ce n'est pas ton procès que je viens de faire. C'est un constat de la société actuelle qui refuse de prendre ses responsabilités. Mais crois-moi, je ne suis pas Dieu et je ne m'autorise le procès de personne, si ce n'est le mien. Mon parcours est loin d'être admirable, et si je regarde dans le rétroviseur, mon passif est très lourd. Simplement, aujourd'hui, avec toutes mes connaissances, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas. Tu ne crois pas ? Bien sûr, mais en attendant, je crois que tu attends trop des gens, que tu en demandes trop. Agathe, je ne demande rien, je ne te demande rien. Je ne demande rien à personne. J'informe ceux qui se rendent compte du malaise et qui ont la volonté d'aller dans le même sens. Pour les autres, je ne peux rien. Ça se joue entre eux et leur miroir. Tu vois, tu culpabilises encore, s'irritait Agathe. Non, mais il faut aussi arrêter de se poser en victime. Qui exploite la planète au détriment des autres ? Riposta Jeanne, elle aussi agacée. Bon, concrètement, qu'est-ce que tu me proposes ? Fit Agathe un peu adoucie. Écoute, je ne peux pas éplucher ta façon de vivre à ta place. A priori, vous avez de l'argent, essayez de vous rendre autonome en énergie, consommez le moins possible. Étudie chacun de tes gestes et pose-toi la question de savoir si c'est bon ou mauvais pour la planète. Tu ne modifieras pas tout en un jour, mais chaque question que tu te poseras permettra un geste de plus pour le lendemain. Va sur Internet, il existe des sites qui te permettront de calculer ton empreinte écologique. Commence par ça. Vois où ça pêche et agis en conséquence. « C'est si simple à t'entendre, » se lamenta Agathe.
D'abord, je ne vis pas seule, et je ne vois pas comment je pourrais tout révolutionner à la maison. Et puis tes calculs d'empreinte, je sais déjà ce qu'ils vont me dire, que je roule trop. Mais c'est mon job, ma vie. Avant de faire les questions et les réponses, pose déjà les hypothèses. On ne t'a pas appris à travailler comme ça à l'école ? Gronda Jeanne, essayant de détendre l'atmosphère. Visiblement, vous avez commencé à aborder le sujet à la maison. Eh bien, continuez d'en parler. Que chacun donne son point de vue. Quelles concessions vous êtes prêts à faire ? Regardez ensemble les documentaires sur le sujet. Visualiser l'enjeu ouvre bien des perspectives. Ton point faible, c'est la route. Si c'est primordial pour toi, roule doucement. Opte pour une voiture plus écologique, si c'est possible. Réfléchis à tes parcours, cumule ce que tu peux. Essaie de compenser d'une façon ou d'une autre. Pfff, encore des belles paroles. Tu crois que c'est si facile, ma pauvre ? S'énerva Agathe. Personne ne veut rien lâcher à la maison. C'est Enzo qui a amené le sujet l'autre soir, et il est évident qu'il n'abandonnera ni son micro, ni son écran plat, et encore moins son portable. Ah oui, quand même, murmura Jeanne éberluée. Et il a quel âge déjà ? Il y a 12 ans, répondit Agathe sèchement. Remarque, j'ai lu un article sur les biocarburants l'autre jour. Ça, je dis pas que lorsqu'ils seront disponibles chez nous, je ne changerai pas de voiture. Et alors, à moi le confort, la vitesse et la protection de la planète. Et tu ferais une énorme erreur de jugement, trancha Jeanne. Ces agrocarburants n'ont rien de bio. Ils sont fabriqués au prix de grosses pollutions industrielles. Et surtout, ils détournent la fonction alimentaire de la terre. Des gens sont expropriés. D'autres meurent de faim parce que leurs terres sont réquisitionnées pour te fabriquer ton carburant pour aller te balader le week-end. Ça n'a rien de glorieux. Ce n'est qu'une mauvaise solution donnée aux consommateurs. Au lieu de leur dire « consommez moins », on leur dit ce qu'ils préfèrent entendre. Consommez autre chose, mais ne changez rien. Oui, mais si tu crois que je vais m'acheter un pot de yaourt pour le travail, j'ai besoin d'une belle voiture vis-à-vis de la clientèle. Confortable pour le temps que j'y passe, puissante pour tous les kilomètres que je dois faire, alors... Jeanne garda le silence. Elle s'était trouvée si souvent dans cette impasse, devant un interlocuteur sourd, non réceptif face à l'évidence. Elle conclut quand même gentiment. Écoute, Agathe. Ce sujet nous a séparés une première fois il y a 7 ans. Je crois qu'on doit s'abstenir d'aborder ce thème. Tu m'as posé une question, j'y ai répondu de mon mieux. Prends l'avis d'autres personnes et réfléchis par toi-même. Elle termina son assiette, mais l'appétit n'était plus vraiment là. Le ciel semblait s'être obscurci et une légère bise la fit frissonner. Agathe en face mangeait sans plus de conviction et finit par déclarer « Excuse-moi, Jeanne. C'est vrai que j'aurais dû me douter à quel point ce sujet est délicat à aborder entre nous. Je sais plus trop où j'en suis et je dois y réfléchir. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir, continua-t-elle d'une voix qui se voulait dégager. Mais oui, moi aussi, répondit Jeanne sur le même ton. Espérons qu'on n'attendra pas 7 ans pour se revoir. Elles rirent toutes les deux, mais le malaise restait présent et il y avait fort à parier qu'il s'écoulerait beaucoup plus de 7 ans avant qu'elles ne se revoient. En rentrant, cet après-midi-là, songeuse et attristée, Jeanne se demandait ce qui manquait à son amie pour changer, et à tous les autres aussi, cette majorité qui continuait les festivités alors que le bateau prenait l'eau de toutes parts. Ce n'était plus l'ignorance des faits, ni a priori un désintérêt pour ses enfants, non plus la méconnaissance des alternatives. Non, une sorte de léthargie, une paresse à se sortir d'un confort acquis, une peur de se marginaliser. Elle avait soudain le sentiment que les adultes qu'elle côtoyait aujourd'hui n'étaient finalement que de grands enfants, refusant toute contrainte. Peut-être avaient-ils été trop épargnés. Brusquement, l'idée l'effraya. Les adultes qu'elle respectait, qu'elle craignait aussi parfois quand elle était petite, ne possédaient finalement pas la maturité qu'on leur prêtait. Ils restaient dans cet état infantile de vouloir des choses à tout prix, de ne pas se prendre en main, de laisser les responsabilités aux autres. Elle se revit d'enfant, courant dans le jardin de sa grand-mère qu'elle aimait tant. Elle lui avait donné cet amour de la nature, l'envie d'être dehors, de choyer les animaux. Comme souvent avec les grands-parents, elle avait trouvé une oreille réceptive pour parler de tout, une personne toujours disponible pour l'aider à bricoler, fabriquer, transformer. Elle lui manquait énormément. Elle se demandait fréquemment comment elle réagirait aujourd'hui, ce qu'elle penserait de ses actions et de celles de Pierre. Née en 1919, sa grand-mère avait vécu durant une période inconfortable de guerre, d'après-guerre.
Elle avait à la fois souffert des privations d'une époque difficile, mais aussi connu l'abondance de choses que l'on pensait inépuisables. Malgré tout, les étapes de manque avaient entraîné un comportement réfléchi et économe. On ne gaspillait pas l'énergie si chèrement acquise. On ne dilapidait pas l'eau, on réparait les habits et les objets. Par contre, l'espace paraissait absolu, les campagnes à perte de vue. La terre semblait engloutir tout ce qu'on voulait bien lui donner. Les déchetteries n'existaient pas et tous les détritus finissaient dans une grande fosse à l'extrémité du terrain. En ce temps-là, Jeanne portait le petit seau avec toutes les pelures de fruits, de légumes, les coquilles d'œufs. Tout ce qui passait à la cuisine finissait là, fortuné compost. Mais on trouvait aussi un vieux matelas usé, des étagères en bois vermoulu à la peinture écaillée, une gazinière porte dégondée, des bâches plastiques souillées, des chaussures défraîchies, un vieux bidon d'huile. Tout, on gardait tout. Et parfois, un peu d'essence par-dessus, on craquait une allumette et vive le feu de joie. On ne savait pas. On pensait que l'atmosphère aussi pouvait tout absorber. Pour désherber, on utilisait essentiellement l'huile de coude. Jeanne avait horreur de ça. Puis, les produits magiques sont arrivés, les désherbants faciles, qui en plus n'altéraient pas la terre, heureux naïfs. Les engrais qui promettaient des récoltes miraculeuses, sans contrepartie, sans nocivité, joyeux Candide. Les premières voitures faisaient leur apparition, bolides de l'époque. Les tracteurs arrivaient dans les exploitations prospères. Jeanne adorait accompagner grand-maman à la ferme voisine pour acheter du lait. Elle partait tôt pour voir les vaches rentrer à l'étable et la fermière sur son petit trépied avec un geste assuré tirer le lait des mamelles gonflées. Il y avait cette odeur de bouse combinée à celle d'herbes séchées que Jeanne aimait bien. Les vaches, si grandes, l'impressionnaient, et elle avait beaucoup de respect pour la fermière, qui d'un cri ou d'une tape s'en faisait obéir. Elle ramenait des œufs, parfois un poulet ou un lapin qu'on cuisinait avec amour le dimanche suivant. Elle courait dans les champs, dans les bois, se perdait un peu. La végétation était plus dense, les champs moins grands. Le remembrement et ses conséquences n'étaient pas encore à l'ordre du jour, et vaches, chevaux, moutons, chèvres paissaient calmement.